Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous accueillir ici dans cet incroyable programme éducatif sur le climat. Je m'appelle Juan Pablo Beltran et je serai votre modérateur pour la session d'aujourd'hui sur la position des entreprises et des acteurs non gouvernementaux. Avant de commencer, je voudrais prendre un moment pour souligner l'importance de ce rassemblement, de cette formation. Le changement climatique est l'un des défis les plus urgents de notre époque et il exige une action collective de notre part à tous, des gouvernements, des entreprises, des organisations et surtout des individus. L'impact du changement climatique se fait déjà sentir au niveau mondial et l'urgence d'agir n'a jamais été aussi grande. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la compréhension du rôle des entreprises dans l'espace de COP et de la manière dont nous pouvons tirer parti de leur potentiel pour créer un impact substantiel dans la lutte contre le changement climatique. Nous allons voir ce que nous pouvons attendre de ces entités dans la lutte contre le changement climatique et comment elles peuvent devenir des partenaires essentiels dans ce voyage commun. De plus, nous parlerons des questions de greenwashing et de l'écologisation de la jeunesse par les acteurs du monde des affaires. Ces sujets sont cruciaux car nous visons la transparence et la sincérité dans les efforts d'action climatique et nous voulons que les organisations soient tenues responsables de leurs engagements. Enfin, nous examinerons le concept d'affirmation de zéro émission nette et de ce que cela signifie d'être aligné sur la notion de zéro émission nette. En tant qu'individu soucieux du climat, il est essentiel de comprendre la crédibilité de ces affirmations pour catalyser des changements significatifs. Tout au long de ce programme, nous encourageons un dialogue ouvert, nous échangerons des idées et nous favoriserons un environnement d'apprentissage collaboratif. Donc votre participation active et la diversité de vos points de vue sont inestimables dans la recherche d'une solution innovante pour un avenir durable. Et n'oubliez pas que le succès de ce programme ne réside pas seulement dans ce que vous apprenez ici, mais aussi dans les liens que vous établirez et les actions que vous entreprendrez en dehors de cette formation. Donc ensemble, on peut faire la différence. Je vous invite à partager vos réflexions, à partager vos questions et vos expériences. Et sentez-vous libre de le faire. Mettons-nous au défi, défions-nous les uns les autres et luttons collectivement pour un monde meilleur, plus vert et plus durable. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce programme absolument fondamental. Votre présence ici montre votre engagement à créer un changement positif. Maintenant, nous allons donc commencer ce voyage vers un avenir plus résilient et plus conscient du climat. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pendant la session, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'un des membres de notre équipe ou Gaïa. Et donc on va commencer cette session. Merci beaucoup Juan Pablo. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Gaïa. Je serai votre deuxième modératrice aujourd'hui. Et comme vous le voyez, je suis italienne, j'appelle d'Italie aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici parce que nous avons une session formidable qui nous attend. Et on va donc commencer. Avant de nous lancer, je voulais vous rappeler que vous pouvez partager votre processus d'apprentissage sur les réseaux sociaux. Vous voyez sur la diapositive nos hâtes. N'oubliez pas, les règles de ces appels sont toujours les mêmes, mais je vous les rappelle, le respect, donc je vous rappelle que nous attendons du respect de votre part. Merci, bienvenue également à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois parce que c'est une session assez spéciale que nous avons aujourd'hui. J'espère que vous avez pu suivre les sessions d'avant ou rattraper les sessions d'avant. Donc pour les participants qui sont ici pour la formation, je vous rappelle que le formulaire n'est pas partagé dans le chat cette fois-ci, mais vous sera envoyé par mail pour que vous puissiez remplir ce formulaire à la fin de la session. Donc prenez le temps, profitez de cette session, essayez d'apprendre le plus possible et ne stressez pas sur ce formulaire.
Alors aujourd'hui, on a un ordre du jour qui commence donc avec notre premier expert que je vous présenterai dans quelques minutes, qui est un expert très spécial, Paul Polman. On a prévu une session interactive avec Paul et j'ai vraiment très hâte de la lancer. La deuxième oratrice aujourd'hui est Camilla et nous aurons aussi un espace de questions-réponses avec elle. Nous aurons une pause de 5 minutes et ensuite nous aurons une invitée assez spéciale qui nous parlera d'un projet fantastique et je ne veux vraiment pas vous le gâcher, donc je vais garder la surprise. Et enfin, nous avons notre fantastique Charmiane qui va finir cette session avec sa présentation, puis nous aurons la chance d'avoir une session questions-réponses avec elle également. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter notre premier orateur. Je suis absolument ravie d'avoir Paul Polman avec nous aujourd'hui. Merci Paul, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Paul est un chef d'entreprise, un militant et le co-auteur d'un livre Net Positive, l'entreprise Net Positive, un business qui vous veut du bien. C'est un livre d'affaires de l'année qui a été publié par le Financial Times. Il s'efforce d'accélérer l'action des entreprises pour lutter contre le changement climatique et les inégalités. En tant que PDG d'Unilever, il a démontré que les entreprises peuvent tirer profit de leur activité. Et cette entreprise a toujours été classée la première dans le monde pour la durabilité. Aujourd'hui, il travaille pour un grand nombre d'organisations pour atteindre leurs objectifs de développement durable des Nations Unies qu'il a contribué à élaborer. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup d'être ici, Paul. Avec vous, on a décidé de ne pas faire une présentation puis des questions, plutôt de créer quelque chose de plus interactif. Donc j'ai quelques questions à vous poser. Et ensuite, nous laisserons les personnes dans l'audience vous poser des questions directement. Donc avant cela, je voudrais rappeler à tout le monde d'utiliser le Mentimeter. Vous avez le code qui s'affiche sur l'écran et vous pouvez poser vos questions à Paul. Et bien sûr, vous pouvez commencer à poser vos questions dès maintenant, n'hésitez pas. Je vous encourage également à aller voir les questions qui sont déjà posées sur le Mentimeter puisque vous pouvez voter pour savoir quelles questions vous voulez poser en premier. Alors, je vais arrêter de partager mon écran pour permettre à Paul de prendre l'écran. Et je vais commencer par vous demander si vous pouviez nous parler un petit peu de votre expérience passée, de votre travail actuel et de ce que vous essayez d'atteindre. Quels sont vos objectifs ? Merci beaucoup Gaïa pour cette opportunité. Merci beaucoup à Juan Pablo aussi et d'avoir créé cette formation. Je suis ravie de voir aussi ma chère amie Charmiane ici. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle fait et de voir que ces formations pour la jeunesse est peut-être la plus importante que jamais. Et je suis vraiment très heureux de voir que presque la moitié de la population va vous écouter dans le futur et vous avez donc vraiment la possibilité de nous remettre sur le droit chemin. Et il faut vraiment que vous soyez conscient de votre capacité d'action. Je suis très heureux également de voir que les personnes à Oxford, les chercheurs et les professeurs à Oxford se sont vraiment engagés dans cette formation. Et vous apprenez beaucoup de leur part et ils transmettent énormément. C'est vraiment ce dont on a besoin, de la transmission de connaissances. Vous savez, moi j'ai décidé qu'après 10 ans à Unilever, j'aimerais avoir encore une influence plus grande pour d'avoir une autorité un peu plus morale plutôt qu'une autorité commerciale d'entrepreneuriat. Je sais que les entreprises en général, nous ne sommes pas très très bons en ce qui concerne la durabilité et le climat. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs, pour vraiment comprendre un petit peu comment on peut changer, inverser la vapeur et en tant qu'entreprise être plus durable parce que c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Donc on essaye vraiment de changer ce narratif, ce récit de l'industrie. Et il faut vraiment comprendre que c'est un changement systématique dont nous aurons besoin. Bien sûr que nous sommes sur la bonne voie, mais il est également très clair que nous avons toujours des problèmes qui vont de plus en plus vite.
Et donc mon but n'est pas seulement de réduire cet écart, mais de vraiment d'atteindre un territoire que j'appelle le net positif. Et si on pouvait atteindre euh, ce net positif, ce serait fantastique parce que cette expression de zéro émission nette parfois est un peu confuse. Et mon objectif, ce serait vraiment d'atteindre ce moment où les humains, le climat et la planète pourraient être euh, vraiment harmonisés plutôt que de se mettre le feu comme ce qu'on voit à présent. Donc le pouvoir du secteur privé, en réalité, ce pouvoir est vraiment divisé entre le secteur de la mode, le secteur du transport, et on essaye vraiment de voir quelles sont notre chaîne de valeur. Les PDG se rassemblent et essayent de voir un petit peu sur la chaîne de valeur quels impacts ils peuvent avoir. Et c'est le plus important en réalité. Pour cela, nous avons besoin de leadership. Nous passons beaucoup de temps à former des PDG, à essayer d'atteindre les niveaux les plus élevés de pouvoir et de comprendre, leur faire comprendre que l'éducation n'est jamais finie. Et enfin, nous avons besoin de financement. Évidemment, nous avons besoin d'argent. Le secteur privé et les institutions multilatérales doivent se rendre compte que nous devons investir au bon endroit pour avoir des résultats qui nous permettront d'avoir nos résultats. Donc le secteur privé, le leadership et l'argent, ce sont vraiment les secteurs les plus importants pour moi. Alors les fondations, les financements sont vraiment très importantes. Une qui est très chère à mon cœur, c'est la Kilimanjaro Fund Trust, qui fait un travail fantastique. Et elle permet de rendre la dignité, le respect à tout le monde, à toutes les personnes qui en ont besoin. Et ma femme travaille également sur une fondation qui s'appelle Reboot the Future, qui fait un travail fantastique également et qui cherche vraiment les valeurs dont nous avons besoin pour répondre à ces questions. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a énormément de choses. On a également acheté une ferme, donc je suis devenue agriculteur parce que je pense que le changement de nos systèmes alimentaires sera aussi très important et que cela nous permettra de lutter contre le changement climatique. Donc voilà, j'ai donc travaillé pendant 10 ans à Unilever et ça a été un honneur immense de travailler dans une des plus grandes entreprises au monde et pour montrer que les entreprises peuvent être actrices du changement et nous avons ce pouvoir et cette responsabilité. Merci beaucoup, Paul. Une autre question. Qu'est-ce que vous cultivez dans votre ferme actuellement? Alors pour le moment, on s'occupe d'essayer de rendre des espèces sauvages. On fait également, on cultive du fourrage pour les bêtes, mais ce n'est pas le plus facile. Nous avons des personnes à travers la chaîne alimentaire qui travaillent également pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les politiques alimentaires au Royaume-Uni. Donc j'utilise un petit peu ma ferme comme manière d'introduire ce travail. Et nous avons créé donc une alliance qui permet de travailler sur ces sujets, ces politiques publiques, parce que au Royaume-Uni où j'habite, la manière dont les politiques publiques sont mises en œuvre sur le terrain, il y a vraiment un grand écart entre ces deux choses-là. Donc, il est très difficile de remplir les objectifs de développement durable. Et on se rend compte que quand on essaye de mettre en œuvre ces objectifs de développement durable, le retour sur investissement est en fait très élevé. Donc, l'objectif d'atteindre 30% de nos terres et de nos mers qui soient protégées est absolument fondamental. Et on se rend compte de plus en plus dans ce processus de la COP que ce n'est pas juste une transition énergétique qu'il faudra être faite, mais c'est une restauration de notre biodiversité et de nos systèmes alimentaires. Merci beaucoup.
Ma prochaine question est en réalité sur la COP. Je serais très intéressée de savoir quelle est votre vision de la COP et de son évolution au fil du temps. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez de la prochaine COP? Et qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous attendons de cette COP? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur une seule question. Je vais essayer d'être très bref. J'ai été impliquée dans le processus des COP depuis 15 ans maintenant. J'étais là en 2012. J'ai été l'un des porte-paroles pour la COP. J'ai été aussi l'un des conseillers auprès des gouvernements pour la COP. Donc, j'ai travaillé en différentes capacités. Et c'est vraiment un processus qui est dirigé par les Nations Unies, qui a été lancé en 1995. Et déjà, en réalité, en 1992, les Nations Unies étaient déjà en train de réaliser que le changement climatique était un vrai problème, un vrai enjeu. La COP a eu des bons résultats, les accords de Paris par exemple, le protocole de Kyoto. Mais ce que je dois dire, c'est qu'après 30 ans de COP et d'essayer de réduire l'impact du changement climatique, il faut se rendre compte que nous avons échoué à réduire l'augmentation des températures. Nous devons absolument réduire de 45% nos émissions si on veut atteindre les objectifs de la COP et nous nous rendons compte que cela n'est pas le cas du tout pour le moment. On se rend compte que les problèmes qui nous attendent sont exponentiels. En 1962, même si je n'avais que 6 ans, il y a un livre qui est sorti, Le silence du printemps, qui montrait les effets dévastateurs sur l'environnement qu'avait notre manière de fonctionner. Et ce livre était vraiment avant-gardiste. Et dans les années 70, il y avait des millions de personnes dans la rue qui disaient que nous devions agir. Un scientifique de la NASA en 1988 a déjà parlé devant le Congrès américain pour dire que le changement climatique était réel. Mais malgré cela, les 28 COP, qui représentent donc presque 30 ans de travail, sont arrivés à la conclusion que ces négociations elles-mêmes sont peut-être un mauvais pari à faire, parce que les actions ne sont pas prises à la COP. Nous avons créé le partenariat de Marrakech à la COP du Maroc. Et c'était la première fois que nous avions vraiment rassemblé les industries. Nous avons aussi au Pérou, lors de la COP 20, qui était très importante, parce elle a vraiment préparé les accords de Paris lors de la COP 21. Et on oublie souvent la COP du Pérou, mais elle a été vraiment avant-gardiste et a été vraiment importante. Nous avons les championnats de haut niveau. Nous avons énormément de personnes qui ont travaillé pour rassembler les entreprises, la société civile pour faire ces engagements, pour prendre ces engagements. Et franchement, c'est une opportunité économique fantastique et je pense que malheureusement, c'est dommage de se rendre compte que les gouvernements sont un peu en retard. Et donc cette COP est très importante malgré tout ce que je viens de dire, parce que c'est la première fois que nous allons regarder ce que nous avons fait, parce que lors des accords de Paris, nous avons décidé d'évaluer tous les 5 ans nos avancées. Et c'est aussi très important parce que c'est la moitié des objectifs de développement durable. Donc nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut travailler de manière plus équitable et plus juste. Donc oui, nous allons sur la mauvaise direction, mais il est très important pour nous d'évaluer à quel point nous nous sommes écartés du droit chemin. Et je pense qu'il est très important de
d'être conscient du fait que la COP ne sera pas la solution à tous nos problèmes et donc de ne pas être déçu à chaque fois qu'il y a une COP. Il faut par contre continuer de s'assurer que la COP continuera de rassembler les gouvernements. Donc peut-être qu'on a trop, qu'on ne réussira pas à atteindre les 1,5 degrés. On y est déjà, on y est beaucoup trop loin. Et il faut s'assurer que les pays ne réduisent pas leurs ambitions. On a vu que c'était le cas au Brésil, en Arabie Saoudite. Et il faut s'assurer au contraire de mettre la barre de plus en plus haut. La deuxième chose que la COP doit remplir, c'est de créer de la confiance. Lorsqu'on voit ce qui se passe en Ukraine, lorsqu'on voit ce qui s'est passé lors de la crise de la Covid, il y a beaucoup de méfiance qui s'est créée au niveau des preneurs de décision. Donc il faut vraiment inverser cette vapeur et essayer de recréer la confiance. Est-ce qu'on va pouvoir être suffisamment résilient? Est-ce qu'on va pouvoir partager ces innovations, ces technologies avec le monde entier et fournir les financements nécessaires et de s'assurer de fournir ces financements aux personnes qui pourraient amener la plus grande transition. Et enfin, ça sera une COP qui nous permettra de mobiliser plus des acteurs du secteur privé et de la société civile. J'ai déjà rencontré Al-Jaber, donc comme vous le savez, c'est une COP aux Émirats Arabes Unis. Et le président est un PDG de l'industrie du pétrole, mais je pense qu'on peut lui donner le bénéfice du doute. En tout cas, nous ne pouvons pas attendre, nous devons être présents à cette COP et s'assurer qu'elle soit suffisamment ambitieuse et qu'elle remplisse ses objectifs. Il parle de suivre les ambitions, de réduire les émissions d'ici à 2030. C'est évidemment très intéressant. Il parle de changer et de transformer le financement lié au climat, de créer des nouveaux cadres pour les marchés. Il parle également de mettre les personnes, la nature au cœur de nos politiques, et je ne peux qu'être d'accord. Et enfin, il dit que cette COP sera la plus inclusive, y compris pour la jeunesse. Donc le travail est fait, les intentions sont peut-être bonnes, on peut lui donner le bénéfice du doute, mais il faut reconnaître que nous sommes un peu sur la mauvaise pente pour le moment. Donc je serai présent, je sais que beaucoup d'entre vous seront présents aussi, et il ne faut pas oublier que cette COP est aussi une possibilité. Et dans le pire des cas, j'y ai pensé et je m'arrêterai ici, c'est que les résultats ne soient pas suffisants et qu'elles ne créent pas d'engagement pour réduire le charbon, le méthane. Dans ce cas-là, je pense que ce sera une réalisation que il y a plus de personnes que seulement la jeunesse qui réalisent que notre système politique ne fonctionne plus et qu'il va falloir avoir des personnes responsables au pouvoir. Et j'espère que vraiment cette réalisation augmentera, mais elle prendra graine également chez nos politiciens. Donc soit c'est une COP qui nous permettra de rester sur le droit chemin, ou une COP qui unira le monde et qui permettra d'être la voix de la conscience et de la raison pour que les politiciens soient vraiment responsables. Merci beaucoup et je voulais continuer. Je voulais vous demander quel rôle les acteurs de l'industrie jouent. Pourquoi c'est important pour vous que les acteurs privés soient présents à la COP? Est-ce que vous pourriez peut-être, avec un point de vue un peu critique là-dessus, répondre à cela? Alors, je dis toujours que lorsque nous parlons des OMD, nous avons besoin des OMD durables pour les activités et vice-versa. C'est pareil pour le changement climatique.
Les entreprises ne peuvent pas réussir si la société a échoué. Alors, il y a un intérêt direct qui devrait être témoigné par les entreprises par rapport à ceci parce que leur business model est de plus en plus impacté. Et le deuxième point est de souligner que nous ne pouvons pas oublier les entreprises parce qu'elles sont celles qui produisent le plus d'émissions en carbone. Donc, il est très important de le souligner. Et je pense que plus il y a d'entreprises et la plupart ne se sentent pas véritablement concernées par cette préoccupation. Il y a beaucoup de technologies, pourtant ils ont les technologies, les ressources et nous avons également vu qu'il y a l'énergie solaire qui est utilisée, également les pompes à chaleur et beaucoup de domaines qui sont très utilisés. Et si véritablement les entreprises ne mettent pas la main, les choses seront plus difficiles. Alors malheureusement, les entreprises ne peuvent pas le faire toutes seules et elles ne peuvent pas y arriver toutes seules. Et pour que véritablement ce changement soit mis en œuvre à la vitesse que nous voulons, il va sans dire qu'il faudrait que nous ayons les bons cadres réglementaires, les bonnes politiques et que nous ayons une directive claire venant de nos leaders. Alors, pour chaque entreprise, il faudrait qu'ils aient les bonnes ambitions, qu'il faudrait qu'ils aient les bons cadres réglementaires. Et ceci est très important parce que nous avons créé une coalition pour les entreprises comme par exemple le BTM ou bien le World Business Council ou bien le UN Global Compact et toutes ces organisations, en fait, qui est une plateforme unie que nous avons déjà créée, mais nous avons aussi créé des initiatives pour ces entreprises, comme par exemple l'initiative basée sur la science et qui appuie près de 5000 entreprises qui s'y sont souscrites et qui payent un montant pour cette souscription. Et il y a également le climat, le groupe climatique des petites et moyennes entreprises. Et j'ai également parlé du cas où nous avons 11 000 membres qui se rassemblent sous le net zéro. Alors, grâce à la perception du Pérou, ils ont créé une idée parallèle où ils ont des personnes comme vous, comme moi, qui sont des négociateurs. Nous ne pouvons pas seulement demander à ce qu'ils soient plus ambitieux, mais nous devons également les tenir au niveau de la moralité pour les négociations et cela est très important pour toute entreprise qui ne voudrait pas souligner ses préoccupations ou s'impliquer totalement. Je pense qu'il est très important à ce niveau. Accepter ceci, c'est comme être partenaire de crime dans ce problème de changement climatique. Alors, le moment, c'est maintenant. Et c'est très possible de résoudre ces difficultés et ajouter et il faudrait bien évidemment que le coût de ceux qui sont impliqués soit réduit comparativement à ceux qui ne sont pas du tout impliqués, que le coût soit plus élevé pour ces entreprises qui ne sont pas impliquées. Alors, merci beaucoup. Je vois beaucoup de questions qui arrivent et je pense que ceci est d'un intérêt particulier pour les jeunes. Alors, l'audience ici aujourd'hui est plus constituée des jeunes. Alors, comment peuvent-ils mieux s'impliquer dans la COP lorsque nous parlons plus du secteur privé pour certains des aspects que vous avez soulignés tout à l'heure? Et pour ma part, également pour tous les autres intervenants, parler un peu plus doucement parce qu'il y a des interprètes et il faudrait qu'ils puissent bien rendre votre message pour faire justice à votre message. Alors, parlez un peu plus doucement. Alors, je parle déjà un peu plus lentement que normalement, mais nous n'avons pas assez de temps. Alors, je pense que vous demandez quel est le rôle des jeunes dans le processus de la COP, surtout au niveau du secteur privé. Alors, lorsque nous parlons du rôle des jeunes, cela va au-delà de la COP. Il serait également important de dire que grâce à la pression de plusieurs, y compris les jeunes, il y a une plus grande sensibilisation à savoir que nous devons être inclus et entendus
le 8 décembre, il y a une journée des jeunes qui est organisée. C'est la première fois qu'il y a un jour qui est alloué à un groupe de personnes sous un thème et cela est très important. Il y a également un portfolio pour les jeunes et enfants qui a été créé et qui est dirigé par les jeunes. Ils ont aussi créé le programme des champions des jeunes dans le domaine du climat. Et j'en ai rencontré plusieurs à travers les années et c'est véritablement très intéressant. Ils se sont également assurés d'avoir le Blue Zone du COP qui est au centre de toutes les activités. Alors, je suis très enthousiaste d'y être et certainement, je vais pouvoir parler aux jeunes que je rencontrerai sur place. Alors, que pouvez-vous faire et comment pouvez-vous être plus efficace, surtout au niveau du secteur privé? Je pense que le premier point, c'est d'être militant. Vous devez être un militant, que votre voix soit entendue lorsqu'il y a des marches à travers le monde, soyez un participant et ajoutez également votre force économique. Il y a une grande quantité de richesse qui est transférée et qui sera transférée dans votre génération dans les 10 années à venir. Alors, vous êtes déjà la plus grande force de dépense à travers le monde. Alors, que ce soit la génération Z ou bien les milléniums, vous pouvez décider d'épouser les meilleures idées. Dans l'une de mes fondations, nous avons fait une enquête parmi 4000 jeunes et nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, ils aimeraient juste être dans des entreprises qui se soucient de leurs préoccupations. Ils voudraient s'assurer qu'il n'y ait pas de fossé entre ce que ces entreprises disent et ce qu'elles font, mais malheureusement, pour plusieurs entreprises, elles font beaucoup de déclarations, mais rien de palpable. Alors, pour les jeunes qui s'engagent dans des entreprises, pour la plupart, ils veulent démissionner parce qu'ils voient que ces entreprises ne passent pas à l'action. Et les jeunes ne constituent une force très importante. Plusieurs personnes dans le secteur privé le soulignent. Le fait pour eux d'avoir du talent dans leur entreprise les rend écologiquement responsables. Et sinon, ils pourraient perdre ce talent. Alors, c'est aussi une pression importante. Vous créez aussi beaucoup de valeur, que ce soit au niveau des innovations, les nouvelles startups, les nouvelles entreprises que je connais. Pour la plupart, elles sont dirigées par les jeunes et plusieurs idées pourraient être épousées par les autres, mais nous pouvons voir véritablement beaucoup d'innovation. Et un dernier point, mais pas le moindre, j'aimerais également souligner que vous êtes une force extrêmement positive. Nous n'avons pas remarqué votre impact pendant les élections aux États-Unis l'année dernière. Ils étaient absents même pendant le Brexit. Et c'était une tragédie de l'histoire, telle que nous le savons tous, et c'est plus qu'important. Et même les élections au Brésil, en Australie, nous avons pu remarquer, cela a créé un nouveau momentum autour de l'agenda climatique parce que les jeunes sont impliqués, actifs. Alors, vous devez travailler avec ces entreprises et les encourager à être écologiquement responsables. Mais également, pour ce qui est de l'aspect politique, vous pouvez travailler également avec les politiciens et les rendre plus responsables. Alors, je ne peux pas penser à un aspect plus important que juste le fait de vous avoir tous écouté ce que j'ai eu à dire aujourd'hui. Merci, merci Paul. Je pense qu'il est temps pour nous de passer la parole à l'audience. Je vois déjà beaucoup de questions. Je pense que je vais tout simplement lire ces questions. Et j'ai également repartagé le code pour aller sur menti.com. Alors, j'espère que nous aurons assez de temps de réagir. Mais même si nous n'y arrivons pas, nous voulons savoir quelles sont vos opinions. Alors, la question, comment pouvons-nous voir le contraste entre l'éco-blanchiment des entreprises et leur activité? Lorsque nous parlons de l'éco-blanchiment, c'est véritablement un problème parce que les entreprises ne veulent plus faire des engagements publiquement. Je souligne toujours l'exemple des marathons. Avant, je courais pendant les marathons et j'ai arrêté. Et quand je le faisais, je disais parfois aux autres que je serais un coureur. Et certains disaient non, vous ne pouvez pas participer parce que vous ne l'avez jamais fait. Je disais à mon corps que non, je le ferai. Et mon corps disait, bon, je ne sais pas parce que
Tu n'as jamais couru avec moi. Alors, je disais, bon, peut-être je vais le faire moins de 4 heures puisque c'est pour la bonne cause. Et les gens disent, non, 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 vous vous vantez tout simplement parce que un marathon, ne pouvons pas parler de 4 heures. Et après 9 mois de formation, lorsque nous commençons à courir pendant ce marathon, pour mon cas, c'était 3h45 minutes. Et là, je disais, ah, d'accord, peut-être c'était vrai quand même. Alors, j'ai pris beaucoup d'engagements. Parfois, nous prenons donc des engagements par rapport à ce que nous voulons faire parce que cela permet à ceux qui travaillent avec vous de comprendre l'importance de cet engagement et cet engagement doit être en droite ligne avec la science. Plusieurs entreprises également manquent de prendre des engagements parce qu'ils ont peur de ne pas respecter cet engagement. Alors, donnez-leur un peu d'espace pour ces entreprises-là qui prennent déjà des engagements dès l'entame. Allez d'abord vers ces entreprises qui ne prennent pas d'engagement et vous leur demandez d'avoir des jalons clairs. Cela ne servira à rien d'avoir un objectif pour 2050 parce que pour la plupart d'entre nous, nous ne serons plus là. Qu'en sera-t-il de 2030? Est-ce qu'ils seront prêts à publier leurs résultats? Est-ce qu'ils seraient prêts à publier leurs difficultés? Alors, parlez-en. Alors, s'il y a des entreprises qui ne sont pas sérieuses et qui pensent tout simplement qu'ils n'y arriveront pas, ça ne marchera pas. Premièrement, elles sont en danger. Et deuxièmement, je les qualifierais d'extrêmement irresponsables pour ne pas avoir tenu parole. Et troisièmement, tel que vous pouvez le voir à partir de mes tweets et mes publications sur LinkedIn, j'ai déjà décidé, il y a de cela plusieurs années, de les contacter. Alors, parfois, lorsque vous vous entraînez avec eux, ils vous disent, bon, peu m'importe la diversité et l'inclusion, hein. Et après, dès qu'ils reçoivent un bout de papier dehors, ils disent que non, non, ils ont de très bons plans pour ce qui est de la diversité. Et je leur dis directement, mais pourquoi dites-vous ceci en privé? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas publiquement? Et pourquoi est-ce que vous ne déléguez pas des responsabilités dans votre organisation? Pour certains PDG, le changement climatique leur importe peu. Mais je leur dis toujours que si véritablement cela vous importe peu et vous ne faites pas de modifications, peu vous importe ce que je dis. Parce que si vous avez le courage de dire ce que vous voulez faire, vous devez avoir le même courage de dire ce que vous ne voulez pas faire. Et ces personnes alors décident de choisir s'ils sont prêts à travailler avec vous, acheter vos produits alors d'une part. Alors laissez-les un peu, lâchez un peu du lest pour ceux qui ont déjà donné des objectifs et alors soyez plus dur envers ceux qui s'amusent avec l'avenir de l'humanité. Il y a d'autres choses que nous pouvons faire également qui sont très importantes. Nous pouvons avancer un peu plus rapidement, imposer au gouvernement un cadre réglementaire. Pendant les 2 dernières semaines, j'ai beaucoup appuyé à la loi de restauration de la nature et parce qu'il y a près de 100 entreprises qui avaient lancé un appel. Nous avons envoyé un appel au gouvernement et aux membres du gouvernement et ça aurait été une catastrophe si cela n'avait pas été fait. Et plusieurs personnes comme vous et moi ont permis que cela soit possible. Alors, qu'il y ait une législation lutter pour, comme par exemple, Sunak l'a dit, le Premier ministre du Royaume-Uni, parce que juste pendant les dernières semaines, on a dit qu'il y a eu un ralentissement pour ce qui est des actions climatiques. Pourtant, nous ne nous rendons pas compte que si nous ne passons pas à l'action, alors les gens sont prêts à payer plus. Alors, écoutez à ces personnes qui ont perdu leur vie à cause de ce qui se passe maintenant en Europe, à cause de tout ce que vous avez pu remarquer comme catastrophe naturelle. Bientôt, il y aura 1 milliard de réfugiés à travers le monde. Et il y a plusieurs personnes qui disent que non, 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 nous aimons ce statu quo parce que c'est à notre avantage. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à être clairs avec les élus, disons, non, nous ne pouvons pas continuer d'imposer ceci aux générations à venir. Nous devons investir. Sinon, l'impact sera terrible et les coûts seront encore bien plus élevés à l'avenir. Alors, nous faisons tout pour décarboniser nos business models et nos différentes activités. Nous avons établi un plan sur 10 ans et nous avons essayé de calculer notre retour sur investissement. Je pense que pour 90% des difficultés que nous avons à travers le monde, nous ne pouvons que créer un impact à partir des pensées des autres. Et je pense qu'il est important donc d'utiliser ceci pour passer à l'action et aller de l'avant.
Nous sommes à ce niveau-là maintenant, nous devons passer à l'action. Merci beaucoup pour ces discours très passionnés. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Il y a plus de 40 questions et pour chacune, il y a des votes, mais nous ne pouvons pas apporter un élément de réponse à toutes ces questions. Mais merci beaucoup pour votre temps et votre disponibilité à partager avec nous aujourd'hui. Et nous souhaitons de passer une bonne fin de journée et nous espérons vous revoir à la COP. Et si je peux vous aider, s'il vous plaît, signalez-le. Et je peux également promettre à Gaïa, si vous avez ces questions, s'il vous plaît, vous pouvez me faire parvenir ces questions. Et deuxièmement, je pourrais apporter des éléments de réponse un peu brefs et vous pourrez les partager sur le site web pour toute personne qui serait intéressée à avoir accès à cela. Ouais, très, très intéressant parce qu'il y a véritablement des thèmes intéressants à aborder qui ont été soulignés. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, à la prochaine. Merci. Nous allons continuer. J'ai oublié de partager ce code QR qui vous permettra de vous souscrire pour à recevoir notre newsletter. Donc, nous avons eu un autre qui a parlé des jeunes et de l'engagement. Alors, si vous êtes intéressé, voilà, avant de vous passer la parole au Juan Pablo, j'aimerais rappeler à tout le monde et à tous les participants que la fiche de présence ne sera pas partagée pendant la session, mais sera partagée par email. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de fiche de présence. Et pour ce qui est des questions, pour ce qui est de Menti, alors comment pouvons-nous résoudre ce paradoxe entre ces ambitions écologiques et ce que nous pensons être comme la base du capitalisme? Alors, comment est-ce que nous pouvons rendre les entreprises responsables? Et je pense que notre prochain intervenant va un peu nous éclairer sur cela. Pour ce qui est des ambitions et des preuves sur le terrain, pour que nous voyions que véritablement les personnes sont à l'action. À vous, Juan Pablo, pour présenter le prochain intervenant. Merci, Gaïa. Permettez-moi de présenter notre prochain expert du jour. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Camilla Heislop. Merci pour votre temps. Camilla Heislop, elle s'occupe des données pour le pisteur Net Zero et elle gère la base de données de tous les pisteurs. Et elle a un doctorat en philosophie sur comment leur carbone est utile pour les projets Net Zero. Alors, Camilla, un arrière-plan très riche en droit, également une connaissance élargie d'écologie et est intéressée par les projets carbone et comment cela crée un impact sur les personnes et les écosystèmes dans le sud global. Elle a une licence en art et une licence en droit de l'Université de Cape Town et un master en droit de l'Université de Berkeley et un master en sciences, en changement environnemental et gestion à Oxford. Alors, à vous la parole, Camilla. Merci. Je vais partager mon écran. Parfois, c'est très difficile pour moi. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Je m'appelle Camilla. Je suis co-data lead à Net Zero Tracker. Je suis très contente d'être ici pour parler un peu du pisteur. Le tracker, c'est un projet où nous faisons un suivi des engagements. Et ce projet, c'est pour des partenaires à travers le monde. Et je travaille beaucoup comme bénévole et c'est aussi très, très intéressant. Alors, je vais vous parler un peu de ce tracker.
quelles sont nos différentes cibles net zéro. Également, vous parlez de notre publication au mois de juin pour ce qui est du leadership. Je vais parler un peu plus lentement pour les interprètes. Alors, allons-y. Vous le savez déjà, mais je voulais parler un peu de notre contexte. Quelle est la raison d'être du tracker net zéro? Alors, vous pouvez voir ceci. Cela représente le réchauffement climatique et cela a été expérimenté à travers le monde. Alors, nous devons donc passer à l'action et très rapidement. Alors, vous savez ceci, mais juste pour confirmer que plusieurs personnes, lorsque nous parlons du climat, là, nous parlons des gaz à effet, ôter les gaz à effet de serre ou le carbone de l'atmosphère. Et depuis le début, à Paris en 2015, il y a véritablement eu beaucoup de cibles net zéro à travers l'économie mondiale. Alors, nous essayons de faire le suivi de tout cela. Nous regardons aux régions, certaines régions du monde, quelques pays dans le monde, quelques villes et les grandes entreprises aussi dans le monde. Nous essayons de comprendre qu'il y a des cibles net zéro et qu'il n'en a pas. Et s'ils ont des cibles net zéro, est-ce que ces cibles sont assez robustes? Parce que Paul a dit premièrement, nous devons d'abord voir ces entreprises qui n'ont pas de cible et nous devons voir celles qui ont des cibles. Est-ce qu'elles sont véritablement faisables? Est-ce qu'elles pourront arriver au point net zéro d'ici 2050? Alors, à quoi sert ce tracker? Avant de parler de la cible net zéro, nous parlons d'abord du tracker. Nous essayons de voir d'abord penser crédibilité. Donc, nous essayons de savoir quelles sont les cibles. Nous essayons de créer également une pression venant des pairs et également de la peur. Mais un bon exemple que je pourrais citer, c'est le H&M qui est cette grande marque suisse qui m'a envoyé un email il y a cela quelques jours pour dire qu'ils n'étaient pas du tout contents pour la façon dont nous avons parlé de leur compensation carbone. Alors, j'ai dit merci beaucoup, mais nous ne pouvons pas voir de compensation carbone sur votre site web. Et ils ont dit, ils se sont excusés et ils ont ajouté donc leur crédit carbone sur leur site web. Alors, nous essayons de créer en fait une culture où nous pouvons avoir un échange avec les différentes entreprises pour qu'ils soient aussi transparents que possible par rapport à leurs différentes activités. Et nous créons un dialogue en fait, un échange. Et je pense que c'est très important. Et parfois, il est un peu difficile de comprendre ce que c'est que le net zéro. Et c'est parfois difficile de décoloniser votre pays, votre entreprise. Et nous essayons de nous assurer qu'il y ait en fait une transparence sur comment cela devrait être fait. Et je vais essayer de ralentir un peu plus. Regardez combien je suis détendue. Alors, nous venons d'élaborer notre rapport et vous le savez tous bien, le net zéro nous aide puisqu'il y a beaucoup de convergence au niveau des normes que nous avons pour le net zéro. Alors, nous pouvons essayer de voir comment établir des bonnes cibles. Nous allons examiner cela sous peu. Et il y a également une collaboration que nous avons établie, c'est-à-dire nous voulons faire partie de tout l'écosystème de ceux qui sont impliqués dans cette activité. Nous travaillons avec d'autres personnes qui, qui ont un rôle à jouer dans l'élaboration des lois climatiques à travers le monde. Et encore, si vous pouvez voir sur ma diapositive, vous pouvez voir ce bouton où on dit télécharger, download data, c'est-à-dire ce sujet est disponible pour toute personne qui le voudrait. Alors, utiliser cela et aller et en parler avec les autres pour qu'ils soient plus responsables. Plusieurs personnes utilisent nos données et je serais très contente que vous puissiez également utiliser nos données.
Alors, voici un explorer de données. Vous pouvez utiliser ceci pour savoir quelle est la santé de votre pays en matière d'écologie, pour savoir à quel niveau les entreprises se trouvent pour ce qui est de leur compensation carbone. Vous pouvez utiliser ceci et leur demander, en fait, leur présenter leurs responsabilités. Voici quelques indicateurs d'intégrité. Premièrement, il faut d'abord établir une cible. Alors, la première cible, nous devons regarder quelle est la base de la cible et quelles sont les différentes cibles, peut-être d'ici 2030 ou 2025 environ. Et nous essayons de savoir à quel niveau se trouve, à quel niveau vous en êtes par rapport à votre cible. Donc, est-ce qu'il y a eu un rapport annuel, par exemple, de votre entreprise qui a déjà été élaboré au préalable? Ceci est important parce que dans ce rapport annuel, tout cela est très bien détaillé. Et là, plusieurs pourront donc s'exprimer. Ça devient comme la culture donc, de l'entreprise à ce moment-là. Et nous essayons de voir également la couverture. Parfois, mais pas toujours, le plus souvent, pour les différentes cibles, les gaz à effet de serre ne sont pas tout le temps inclus ou pris en ligne de compte. Pourtant, il pourrait y avoir des émissions carbone, il pourrait y avoir des gaz à effet de serre. Donc, nous essayons de savoir si quelques points sont exclus et parfois, pour certains, ils précisent leur portée. Ils disent, bon, peut-être nous aurons juste le net zéro pour notre utilisation de l'électricité, par exemple, ou bien pour quelques aspects de notre entreprise. Nous nous intéressons juste à cet aspect-là. À ce moment, vous pouvez savoir s'ils sont sérieux pour ce qui est de leur cible net zéro. Également, vous pouvez vous poser des questions pour ce qui est de cette cible-là. Est-ce que cette cible est réalisable? Est-ce que c'est possible de le faire c'est réalisable d'ici 2050? Oui, nous pouvons le réaliser, mais nous devons avoir des plans clairement établis. Sur comment nous pourrons véritablement mettre tout cela en œuvre? Il faudrait des engagements pour y arriver. Nous nous intéressons également directement pour lorsque nous parlons en fait de gouvernance, nous regardons aux actions également dont nous voulons savoir que chacun joue sa partition à travers le monde. Donc, parfois, ils reconnaissent qu'ils ont véritablement le fardeau, ils ont cela à cœur, mais ils ne l'ont pas encore fait. Donc, bon, ça pourrait sembler un peu politique, comme, mais ceci est très important, il faudrait en parler. Également, une partie très importante du puzzle, c'est qu'il faudrait une reddition des comptes. Est-ce que le PDG ou le maire sera responsable par rapport à ses objectifs, par rapport à ses cibles? Est-ce qu'ils sont tenus d'une certaine façon? Il serait donc plus facile d'évaluer, d'utiliser cela comme mesure d'évaluation, par exemple, le conseil d'administration d'une entreprise, leur rémunération ou leur salaire ou leur bonus pourrait, par exemple, dépendre des buts durables qu'ils ont pu mettre en œuvre. Voilà comment vous pouvez savoir si ces cibles sont robustes ou pas. Donc, voilà comment, voilà, par exemple, ma recherche porte sur la compensation carbone, sur les gaz à effet de serre, leur impact dans l'atmosphère. Et nous aimerions savoir si on s'appuie véritablement sur les compensations carbone pour leur cible net zéro ou bien ils sont neutres en carbone. Et dans ce cas, cela signifierait que toute leur Donc, nous voulons savoir s'ils ont véritablement l'intention d'agir dans ce sens, réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de carbone. C'est très important.
Et donc voilà ce qu'on a fait, qu'on a mis en œuvre. Et qui était très intéressant pour moi parce que Greta l'a retweeté. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une augmentation dans les 3 dernières années, une augmentation dans les engagements, en particulier en ce qui concerne les entreprises. Je crois que dans 2 ans, on arrivera à... dans 2 semaines, pardon, on arrivera à plus de 1000, qui est assez très intéressant, et d'un autre côté, pas forcément. Ce qui est très intéressant pour nous et très excitant en réalité, c'est que depuis 2020, il y a beaucoup de pays qui avaient des émissions nettes zéro proposées, et maintenant elles sont vraiment incluses dans les politiques. Donc c'est vraiment un vrai changement qu'on voit. Il y a un peu moins de changement au niveau des villes. Je vais aller un peu vite là-dessus, mais et voilà, ça c'est ma dernière information que je voulais vous donner. C'est si on regarde les entreprises qui ont des objectifs, euh, qui ont qui a décidé de ne pas du tout avoir de compensation de crédit carbone, qui a décidé de les mettre en place, qui en parle. euh, et vous voyez qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui n'ont pas du tout même envisagé d'avoir des crédits carbone. Mais on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des entreprises pour atteindre ce niveau zéro d'émission. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez vous impliquer, n'hésitez pas à à nous envoyer un message, parce que les volontaires, les bénévoles sont les plus importants pour nous et on adore travailler avec des bénévoles. Donc j'attends de vos nouvelles et j'arrête de partager mon écran. J'ai fini ici. Merci beaucoup. On va commencer une session de questions-réponses. Et la première question, c'est de savoir s'il y a une manière d'intégrer les... Est-ce qu'il y a une manière d'intégrer des objectifs d'émissions net zéro avec les points du climat? Si oui, est-ce que ça pourrait être une bonne manière de les connecter, par exemple, l'impact des États-Unis sur le Gulf Stream? Alors, oui, les points de bascule les points de basculement du climat sont un petit peu plus difficiles à évaluer, à mettre en place, parce que c'est une question qui est très intéressante et très... je suis très heureuse d'entendre cette question, mais j'avoue que je ne sais pas vraiment et je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Merci beaucoup. Je regardais sur le Menti. Désolée d'interrompre. Je crois que j'ai un meilleur accès aux questions pour le moment. Une question, parce qu'il y a beaucoup de questions pour vous, Camilla. Euh, J'essaye de trouver les questions qui ont le plus de votes. Alors, quelqu'un demande comment est-ce qu'on peut rendre l'industrie pétrolière la plus responsable, ou l'industrie du gaz également. Et c'est une question qui est très importante, parce qu'en réalité, beaucoup d'industries du pétrole et du gaz ont des objectifs d'émissions zéro, bien plus que d'autres industries. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que ils savent euh, ce qu'ils font, ils savent quel impact ils ont, mais il faut les rendre plus responsables. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est le cas de Shell aux Pays-Bas, qui a été traduit en justice récemment. Donc on fait souvent des campagnes sur les réseaux sociaux pour cibler ces entreprises qui n'ont pas d'objectif d'émissions nettes zéro. C'est quelque chose qu'on peut faire, qui est assez facile de faire, ce genre de campagne en ligne. C'est vraiment quelque chose
sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. J'espère avoir été claire et je vais m'arrêter avant de répéter trop les mêmes choses. Merci beaucoup, Camilla. Et je crois que Juan Pablo va nous annoncer quelque chose maintenant. Oui, alors on va avoir une pause de 5 minutes. Et après cela, nous allons continuer avec notre dernière oratrice. Donc, prenez le temps euh, d'aller chercher un café, un verre d'eau, de vous dégourdir les jambes. Et on se retrouve dans 5 minutes.
Alors, bienvenue à tout le monde. Je vous laisse le temps de revenir. Nous sommes très heureux d'avoir notre prochaine oratrice. Et je suis vraiment honorée d'accueillir Victoria Reiser, qui est la PDG de Sankari Studios, qui travaille sur des jeux vidéo, qui est leur première plateforme vient d'être lancée et a été nommée meilleur jeu par Apple. Donc je vais vous présenter une petite vidéo et j'espère que le son viendra également. C'était fantastique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend très bien. Ciao Victoria, bonjour. Je suis heureuse de vous voir. Ça y est, je vous vois bien. Je vais vous laisser la parole pour le moment pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu plus sur ce projet. Merci d'être avec nous ici. Donc merci beaucoup d'avoir été invité. Je suis vraiment très honorée d'être ici et de parler avec vous. Je voulais vraiment parler des points clés par rapport à ce que les orateurs d'avant ont dit, l'éducation, les changements des chiffres. C'est exactement ce qu'on fait. Nous pensons en réalité que nous pouvons atteindre une augmentation des chiffres. En réalité, maintenant, on est à 3,7 milliards de personnes qui jouent à notre jeu. Et je pense que c'est vraiment
la raison qui fait que nous pouvons faire avoir un impact, c'est l'éducation et de comprendre quelle est la manière de pouvoir engager les gens et de les encourager à parler. Au début, nous avons commencé par les océans parce que c'est vraiment quelque chose qui nous connecte tous et toutes. C'est une partie énorme de nos enjeux liés au climat et qui nous permet de lutter contre le changement climatique. Nous avons énormément de choses à faire et l'idée de Katoa, c'est vraiment de montrer aux personnes ce qu'ils peuvent faire, de mettre des options, des actions faisables sur la table. Et voilà, je vais vous laisser avec cela pour le moment, mais je suis disponible pour répondre à n'importe quelle question que vous auriez. Merci beaucoup. Je crois qu'on va récupérer les questions que les gens ont et on vous les enverra. Pendant ce temps, je pense que ce serait très important pour tout le monde de regarder un petit peu ce jeu, de le télécharger. Le jeu s'appelle Katoa. On vous donnera le lien pour télécharger ce jeu-là. Est-ce qu'il y a des instructions spécifiques pour le téléchargement de ce jeu? Alors, vous pouvez aller sur Google Play ou sur l'App Store. Vous pouvez télécharger cela ici. Quelque chose que j'ai adoré entendre de nos orateurs et oratrices, c'est vraiment une question de force par le nombre. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Nous pensons vraiment que c'est une question de croyance, de changer nos habitudes, de la manière dont nous consommons. Et nous avons vraiment hâte que vous téléchargiez ce jeu parce que l'idée n'est pas seulement de vous montrer des solutions, mais de vous montrer aussi ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller. Et pour vraiment dire que c'est possible. Merci beaucoup. Je crois que c'est crucial d'avoir ce message d'espoir qui soit montré aussi et de montrer que l'activisme et le militantisme a différentes formes et différents visages. Donc merci pour cela. On montrera le lien à tout le monde. On va vous dire au revoir et merci encore d'avoir créé ce projet et d'être venu en parler aujourd'hui. Donc oui, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes ici. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde serait très intéressé de savoir s'il y a des impacts qui sont tangibles déjà vis-à-vis du jeu. Et peut-être que on récupérera ces réponses et on les partagera plus tard. Donc je vais redonner la parole à Juan Pablo qui va nous présenter notre dernière oratrice. Merci beaucoup Gaïa. Alors, je vais présenter donc notre dernière oratrice. Je suis très heureux d'avoir Charmaine Love ici. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Char a récemment rejoint Natura & Co, qui est la plus grande entreprise B Corp du monde, en tant que directrice mondiale du plaidoyer, où elle se concentre sur le soutien à la prise de position de l'entreprise sur des questions clés et l'approfondissement des relations avec les partenaires qui partagent un engagement à s'engager dans le changement au niveau du système. Elle continue également d'enseigner, d'apprendre avec les étudiants de la Saïd Business School de l'Université d'Oxford, où elle a conçu le cours très prisé de master sur l'économie régénérative et circulaire, comment créer des entreprises dans une urgence climatique, et le cours intitulé Le programme d'urgence climatique d'Oxford. C'est aussi une entrepreneuse en série qui a cofondé Volans, Héliotropie et Bilab UK, où elle a occupé des fonctions de présidente et d'activiste résidente. Merci beaucoup. Je vous laisse donc avec notre prochaine oratrice, Charmaine Love. Ok, alors je dois déjà dire à quel point cette heure et demie a été extraordinaire pour moi. Je suis ici, je suis entourée de post-it, j'ai pris énormément de notes de toutes les contributions des orateurs et oratrices, mais aussi des questions fantastiques qui nous ont été envoyées. Donc vraiment, je voulais vous partager ma gratitude
pour les organisateurs d'avoir créé cet espace et pour tout le monde ici de faire partie de ce changement. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous et très heureuse de partager quelques petites pensées, de voir comment est-ce que le monde des affaires, les entreprises peuvent s'engager au niveau de la COP. Je crois que je vais présenter d'abord une histoire parce que, comme on l'a dit avec Paul plus tôt dans cette session, c'est quand je travaillais en tant que présidente de BELAB du Royaume-Uni, on m'a proposé d'être sur un panel de Unilever où quand Paul était encore PDG, et je me rappelle de la question qu'on nous a posée sur ce panel, et cette question c'était dans le champ de la durabilité, quand et comment est-ce que les entrepreneurs doivent être militants? Et la raison pour laquelle je voulais vous partager cette question, c'est parce qu'il y a un pouvoir immense dans les questions qui sont bien articulées, bien pensées. Et c'est pour ça que je suis assez impressionnée des questions que vous posez, mais le pouvoir d'une question peut changer une vie en réalité. Et ça l'a été pour moi, parce que ça m'a vraiment permis de réfléchir sur ce que cela voulait dire d'être militant. Qu'est-ce que cela veut dire d'être un entrepreneur, une entrepreneuse? Et qu'est-ce que cela veut dire d'être de travailler dans le champ de la durabilité? Donc, quand on a parlé de tous les rôles que j'ai occupés dans ma vie, j'ai été une entrepreneur, j'ai été une militante et j'ai passé beaucoup de temps dans les mouvements sociaux. Et maintenant, je travaille dans une entreprise, dans une grande entreprise, en tant que directrice du plaidoyer. Donc, je voulais vraiment faire cette connexion vis-à-vis de ce que Paul partageait et de vous dire vraiment encore bravo pour vos questions. Et je voulais aussi vous dire que le mot parfois activiste militant fait un petit peu peur à certaines personnes et je crois qu'il y a beaucoup de manières d'être un activiste. Il y a beaucoup de formes d'activisme. Et je voulais vraiment parler de cette expérience vis-à-vis de ce que je fais maintenant dans mon rôle de directrice du plaidoyer. Cela fait 1 an que je suis dans ce travail. Et en fait, j'ai passé 1 an à comprendre ce que cela voulait dire d'être dans une grande entreprise, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience, mais également de se dire qu'est-ce que ça veut dire le plaidoyer. Donc j'ai passé 1 an à travailler avec des collègues dans le milieu et dans le monde entier en réalité, parce que notre quartier général est au Brésil, mais je vous appelle de Londres où on a aussi un bureau. Donc voilà, il y a vraiment une différence. Et je pense qu'on peut le dire aussi dans ma biographie, et je crois que ça dépend de 3 choses. Et je vais donc essayer de partager avec mon écran pour vous permettre de suivre un petit peu mieux ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je vais passer à la première diapositive. Voilà. Donc là, c'est vraiment la photo de célébration qu'on a eue après la COP 25. Alors, quand on parle du plaidoyer, il y a vraiment 3 choses qui font du plaidoyer ce qu'il est. Et c'est vraiment ce que j'ai découvert cette année en créant notre stratégie. La question, c'est vraiment de savoir quand est-ce qu'on prend position sur des choses qui sont importantes pour nous. C'est de mobiliser, d'inspirer les gens, d'utiliser leur pouvoir en tant que force pour faire le bien. Et ensuite, c'est de joindre nos forces, de regrouper nos forces avec d'autres personnes pour pour créer un changement au niveau du système. Et c'est essayer de comprendre vraiment quels sont les changements systématiques dont nous avons besoin et quels sont les changements qui sont liés au changement politique et au changement culturel. Et donc voilà, il y a vraiment des questions là-dessus parce que le changement culturel vient vraiment de l'éducation, comment est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on comprend et comment notre société fonctionne. Donc voilà, ce sont pour moi les 3 points qui font du plaidoyer ce qu'il est, et je suis vraiment très inspirée par nos amis d'Oxford Net Zero parce que c'est vraiment quelque chose où on peut se dire oui, il faut être une entreprise à émissions nulles.
Je peux vous dire ce qu'on fait en tant qu'organisation là-dessus. Et c'est comme ça qu'on fait, comme ça qu'on travaille. Mais oui, c'est une question d'émissions nulles, c'est une question de biodiversité, c'est une question de fonctionnement circulaire. Et c'est des questionnements qui viennent dans notre entreprise. Et je crois qu'il faut comprendre que malgré le travail qu'on fait dans notre entreprise, il faut toujours faire plus et faire plus au niveau du système. Parce que on se pose tous cette question à un moment ou à un autre. Et oui, je crois que l'idée, c'est d'être euh, une entreprise à zéro émission nette, mais c'est d'être une entreprise dans un monde qui aspire à être à zéro émission nette. Et c'est là que vraiment le changement culturel se fait. Et ça, pour moi, c'est le plaidoyer. Donc, dans notre travail, on a développé 5 principes qui vraiment sont toujours latents dans notre stratégie de plaidoyer. Les 5 principes sont 5 A en anglais. Le premier, c'est l'authenticité. Ça veut dire être très clair d'où l'on vient, où nous sommes à présent et d'être très transparent. Donc l'authenticité, c'est le numéro un. Le deuxième principe, et c'est là qu'elle lance notre stratégie, c'est d'être ambitieux. On a tous compris à quel point il était très important d'être ambitieux parce qu'on a besoin de changer cela. Et je crois qu'en plus d'être ambitieux, il faut aussi être responsable. Il faut prendre la responsabilité derrière cette ambition, de s'assurer que ce qu'on fait, c'est suffisamment ambitieux. Le troisième principe, c'est vraiment le pouvoir d'action. Parce que le pouvoir d'action, c'est comment est-ce qu'on inspire tout le monde, comment est-ce qu'on donne l'envie aux gens d'agir. Donc on a une petite équipe de plaidoyer dans Natura Co. Mais en fait, on a des milliers de personnes qui travaillent dans notre entreprise. Donc comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là à s'impliquer et à leur faire comprendre qu'elles ont le pouvoir? Le quatrième principe, c'est le militantisme, l'activisme. Et ce principe-là est très important parce que une fois j'ai parlé à l'une des personnes qui dirigeait un mouvement militant qui m'a donné une définition du militantisme fantastique. C'est vraiment de voir où on est confortable, de pouvoir aller jusqu'à cet endroit où on est confortable et d'aller encore plus loin que ça, de dépasser ce sentiment d'être à l'aise. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique parce que être activiste, c'est quelque chose qui est vraiment personnel et qui est adaptable à chaque personne. Mais à chaque fois, c'est l'idée d'aller toujours un petit peu plus loin. Dans notre stratégie, il y a vraiment cette volonté de lancer cette discussion, d'être toujours en discussion avec des activistes. Parfois, on peut se sentir un peu mal à l'aise, mais c'est OK et il faut laisser un espace pour être parfois moins à l'aise que d'autres. Et le dernier A, c'est les alliés. Et c'est d'être un allié. Et c'est là où il faut vraiment travailler avec des alliés, avec des partenaires. Il faut collaborer avec d'autres. Ce sont vraiment des défis qui sont interconnectés et qui ne seront pas résolus par une seule entreprise. Il faudra travailler tous ensemble. Le concept d'être allié vient aussi des mouvements de justice climatique avec qui on travaille énormément. Il faut reconnaître que nous venons d'une position de privilège et qu'il faut trouver des manières d'être des alliés en or parce qu'il y a des plateformes qui nous permettent de parler où tout le monde n'a pas la parole. Et dans ce cas-là, il faut être des alliés pour celles et ceux qui n'ont pas accès à ces plateformes pour leur permettre de les atteindre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est clé dans notre stratégie du plaidoyer, c'est de comprendre qui n'a pas forcément voix au chapitre et d'utiliser notre privilège et nos plateformes pour leur permettre de pouvoir parler. Donc voilà, ça c'est pour le plaidoyer, notre définition et comment on évalue cela et comment on veut changer le jeu. Alors, lorsque nous parlons maintenant des rôles des entreprises dans des lieux comme à la COP,
Il y a une liste que j'ai établie me basant sur les expériences que nous avons eues, mes collègues et moi. Et j'aimerais dire que je m'inspire de deux expériences, de mes deux expériences. Puisque j'ai été partie du mouvement de la COP, lorsque nous avons eu plusieurs entreprises qui ont participé à la COP 25 et à la COP 26. Alors, le premier aspect, ce que les entreprises pourraient souligner, c'est demander les ambitions. Nous savons que les décideurs écoutent ceux qui ont des entreprises et nous devons utiliser ceci. Nous devons l'exploiter. Nous voulons véritablement appuyer toute action orientés sur les climats. Nous devons utiliser nos voix, nos actions pour dire que nous voulons provoquer le changement en termes de politique, premièrement. Deuxièmement, démontrer ce qui est possible. Alors, dans nos entreprises, nous pouvons partager ce qui marche alors que nous travaillons et que nous menons notre petit bout de chemin. Lorsque nous parlons des produits et de toutes nos activités, nous pouvons partager ce qui a marché, mais nous devons également pouvoir partager les défis auxquels nous avons été confrontés. À quel niveau nous avons besoin d'accompagnement pour résoudre une difficulté ou une autre. Et à ce moment-là, nous apprenons donc ensemble. Et ayant travaillé dans deux différents secteurs, je comprends combien il est important de comprendre les différentes perspectives de chaque secteur, le secteur privé, le secteur public, l'académie, la société civile. Et toutes ces différentes voies, nous devons pouvoir collaborer et apprendre les uns des autres. Et voilà ce que nous pouvons faire lorsque ces communautés se rassemblent dans les réunions comme à la COP. Troisièmement, nous devons avoir des campagnes d'appui également des collectivités unies. Ici, nous parlons de construire une masse pour pouvoir avoir une voix plus forte. Et notre voix devient plus forte lorsque nous travaillons en collaboration avec les autres. Je pense que ceci est très important également. Lorsque nous parlons de campagne, nous essayons de voir comment rendre le processus de la COP lui-même responsable, c'est-à-dire voir comment nous appuyons l'égalité genre en termes de négociation, nous rassurer que les jeunes soient véritablement inclus dans le processus. Donc, nous devons nous focaliser même sur l'inclusion au niveau de la COP. Nous devons appuyer cela. Nous avons également le point où nous pouvons partager tout ce qui se passe à la COP dans nos différents réseaux. Nous avons notre chaîne d'approvisionnement, nous avons nos clients, nous assurer que véritablement nous partageons tout ce que nous avons expérimenté à la COP avec plus de personnes pour que davantage de personnes puissent s'engager et être au courant de ce qui se passe. Et également, nous pouvons partager de notre énergie et de nos contributions dans les différentes réunions. Alors là, il s'agit de ce qui se passe à la COP et également en dehors de la COP. Dans plusieurs interventions et événements, j'ai compris que les deux ont un rôle très important. Participer à la COP, organiser de pareils échanges et avoir les ambitions qu'il faudrait partager, tout ce que nous aurons appris avec nos amis, nos collègues, nos partenaires et également en dehors, le faire à la COP et en dehors de la COP. Voilà quelques photos que j'aimerais partager ici. Vous pouvez voir la photo à la gauche. C'était à la COP 26. C'était une table ronde où on se focalisait sur comment changer les lois des entreprises et nous pensons qu'il faudrait regarder de plus près les lois entrepreneuriales. Donc, comme la section 2 de la loi de l'entreprise, également à la COP 15, je sais que plusieurs personnes se focalisent plus sur le climat, mais par exemple, pendant les réunions de la COP 15, il y avait des réunions sur le cadre de la biodiversité qui a été élaboré à Montréal au mois de décembre. Nous en avons parlé, nous avons organisé plusieurs réunions et il fallait absolument s'assurer de communiquer sur l'importance pour nous d'avoir
un nouveau cadre mondial de biodiversité bien robuste. Et pour la dernière photo, c'était à la COP 26 et c'était après la COP. Mais je voulais partager ceci parce que ceci était comme une illustration pendant un atelier où nous avons invité les jeunes dans plusieurs entreprises et même qui n'appartenaient pas à des entreprises et qui appartenaient à un réseau à participer à cet échange-là. C'était pendant un événement où nous avons utilisé cette salle pour essayer de penser à quoi cela pourrait ressembler en 2030. Nous les avons invités, nous avons échangé pour savoir quelles sont les plus grandes préoccupations pour les entreprises d'ici 2030 et quelle est l'opinion des jeunes sur la question. Alors, c'était un échange très dynamique et nous avons pu voir ce qui est véritablement possible et quelles sont les préoccupations qui pouvaient être soulignées. Alors, je serai prêt à partager cela plus en détail pour ce qui est des objectifs d'ici 2030 parce que cela est important pour engager, pour que plus de personnes soient impliquées et que nous sachions chacun ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour pouvoir y arriver, avoir le meilleur résultat d'ici là. Également, je devais partager quelques campagnes que nous avons organisées. Je voulais, avant cela, dire, lorsque nous parlons des entreprises et des corporations, c'est très important de s'assurer de ne pas ajouter juste à faire du bruit de façon négative, mais il était important de souligner les ambitions de façon assez claire et partager et échanger sur ces différentes questions. Nous devons nous rassurer que ce n'est pas le lieu pour l'éco-blanchiment. Et je pense qu'il est également important pour nous de reconnaître que pour toutes ces entreprises qui participent à la COP, elles doivent appuyer l'agenda de la réunion. Et ceci est important pour faire évoluer vos propres intérêts en tant qu'entreprise. Alors, je voulais souligner ceci parce que nous ne devons pas perdre cela de vue lorsque nous parlons de l'implication des différentes entreprises. Et que pouvons-nous attendre des entreprises qui participent à la COP? L'une des campagnes où nous avions participé, parce que c'était Be Seen, Be Heard, comme vous voyez là sur ces diapositives, ce que nous faisons ici, c'est que véritablement nous militons pour trouver le moyen d'appuyer les jeunes à travers le monde qui soient plus impliqués dans la vie politique. Donc, que ce soit même pour ce qui est de l'âge de vote, réduire l'âge de vote et dans d'autres pays, c'est créer des groupes de jeunes, des associations de jeunes. Et voilà ce que nous avons eu à militer, ce pourquoi nous avons eu à militer pendant nos différentes campagnes. Et ce body shop a également pu créer un collectif de jeunes qui sont des jeunes dans une entreprise qui ont un rôle à être très dynamique et à être des conseillers qui permettent de mieux orienter l'entreprise. Alors, il ne s'agit pas de militer cela pour la vie publique, mais au sein même de l'organisation et de l'entreprise, en écoutant véritablement la voix des jeunes. Alors, je n'ai pas assez de temps pour vous parler des autres campagnes, mais je veux juste souligner que nous essayons d'appuyer également les questions genre dans les réunions de la COP. Vous pouvez voir ça sur la photo là. Il ne s'agit pas seulement du changement climatique. Nous nous intéressons véritablement au nexus du changement climatique et nous essayons de savoir ce que nous pouvons. Ici, il s'agissait de voir ce qui pourrait être fait au Royaume-Uni dans le cadre des lois. Alors, euh, voilà en peu de mots ce que nous pouvons partager. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais juste partager quelques différents avis ayant participé à plusieurs processus. Je suis très jeune dans mon cœur, bien que je ne sois plus si jeune, mais j'ai vu que ceci a réussi pour les jeunes. Il faudrait véritablement pouvoir canaliser votre courage et vous exprimer
Exprimez-vous et n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez être vrai, vous basant sur votre expérience et votre connaissance. J'ai participé à des événements où les jeunes ont participé et ont partagé véritablement leur avis et c'était très intéressant. Alors, assurez-vous que votre audience est attentive. Utilisez votre voix et exprimez-vous de par votre expérience. Et posez des questions. Connectez-vous et posez des questions aux autres. Et vous pouvez poser ces questions que vous posez pourraient changer la perception des autres de ce que vous voulez souligner. Et également, vous pouvez explorer aussi tout ce que vous recevrez comme conseil. Également, il faudrait pouvoir écouter et absorber. Alors oui, il faudrait pouvoir écouter la perspective des autres, l'opinion des autres, et cela peut mieux orienter notre opinion. Et le dernier point, nous devons être mobilisés, nous connecter les uns les autres. Et pendant ces échanges, véritablement, il s'agit de collaboration et de travailler ensemble en tant que mouvement. Et c'est à ce moment que nous pouvons véritablement provoquer un grand changement. Alors pensez à ces personnes que vous pensez, avec lesquels vous pensez pouvoir travailler. Alors, nous pouvons souffler un peu, nous devons pouvoir trouver un peu de joie dans ce que nous faisons et nous devons trouver le moyen de créer du temps pour danser. Et je vais vous laisser avec ces photos-ci des tournesols. Et c'est quelques paroles que j'ai appris il y a de cela quelques années, que je porte véritablement à cœur. Et ces paroles, c'est l'héliotropie. Et c'est quoi l'héliotropie? Cela est utilisé en botanique et cela réfère à la tendance des plantes à pousser en direction du soleil. Et si vous avez eu à voir une vidéo des tournesols, c'est très intéressant parce que lorsque vous voyez le soleil traverser le ciel, vous pouvez voir que les tournesols ne cessent de se pencher dans la direction du soleil. Et je pense que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas différents de nos cousins, les tournesols. Je pense que nous deviendrons plus forts et nous irons plus rapidement lorsque nous sommes motivés par la chaleur, la positivité et l'énergie des autres. Alors, c'est comme un ballon qui est élevé dans les airs. Et également, les tournesols, ils sont enracinés d'où ils ont été plantés. Et ce que j'entends beaucoup dans les réunions de COP, c'est le mot radical. Nous devons passer à l'action, les actions radicales, collaboration radicale. Alors, ce mot radical vient du mot latin radix qui signifie enraciné. Alors, j'espère que vous aurez tous le temps de penser un peu à ce soleil qui devrait mieux orienter leur direction et savoir qu'ils sont enracinés à l'urgence des défis auxquels nous sommes confrontés, racinés dans leur communauté et rester enracinés dans nos valeurs et pour garder notre attention où il le faut, tout en restant radicaux. Alors, j'ai un dernier point que je voulais souligner parce que une personne m'a dit que nous devons être enracinés par la science et nous devons être émus par la poésie. Alors, j'ai toujours quelques poèmes avec moi parce que parfois la poésie me donne véritablement l'inspiration dont j'ai besoin et au lieu de réciter cela, puisque j'ai envie d'écouter vos questions, je vais juste partager l'un de ces poèmes dans la boîte à chat et cela me donne cette énergie que j'ai maintenant. Alors, merci et je suis dans l'expectative de vos questions. Merci. Merci beaucoup pour ce partage plus qu'intéressant. Alors, il y a quelques questions qui sont posées. Quelles sont les raisons pour lesquelles les entreprises ne soient pas si impliquées en matière d'action climatique? Est-ce que c'est un manque d'éducation? Je pense que parfois, il est difficile pour les entreprises de s'engager à ce niveau. Et voilà pourquoi il faudrait véritablement être transparent. Je pense que toutes les entreprises devraient s'engager dans le climat et il est important que nous soyons tous conscients des défis auxquels nous sommes confrontés
Et les gens sont de plus en plus conscients et instruits sur euh, l'aspect critique de la situation. Alors, les entreprises continuent de redoubler d'efforts. Et pour ceux qui ne le font pas véritablement, je pense qu'ils n'ont pas véritablement un rôle à jouer parce que les gens choisiront de ne pas travailler avec eux tout simplement et de ne même pas utiliser leurs produits et services. Alors, je pense qu'il faudrait savoir exactement quels sont les défis et avoir les signaux que nous pourrons utiliser pour encourager ces entreprises à passer à l'action. J'aimerais également souligner quelques facteurs capacitants pour les entreprises qui se sont engagées et qui sont passées à l'action. C'est la gouvernance. Et je sais que nous en avons un peu parlé. Lorsque nous avons parlé du track net zéro, le gouvernement est très important, son rôle est très important au niveau de la prise de décision. Alors, vous prenez des décisions dans votre entreprise, ça pourrait être des petites décisions ou des décisions très importantes pour votre entreprise, mais il faudrait avoir un cadre très clair dans la prise de décision et je pense que ce point est important et nous avons parlé d'être COP dans la boîte à clavardage où vous devez parler et choisir votre constitution, l'élaborer, les devoirs du PDG, quels sont les devoirs du staff, s'assurer que vous prenez en ligne de compte les bénéfices ou les avantages de vos parties prenantes. Et tous ces facteurs sont des facteurs capacitants et s'assurer, bien sûr, que les règles sont respectées. Une autre question, comment est-ce qu'un jeune peut participer à la COP? Il faudrait appartenir à quelle organisation pour pouvoir participer à la COP? Je ne suis plus jeune, je ne suis plus aussi jeune, mais il y a plusieurs organisations. Je pense qu'il y a des communautés à Oxford Zero qui organisent de pareils événements, auront beaucoup à vous proposer. J'espère que tout le monde qui aimerait être un COP ou bien qui aimerait participer pourrait le faire, mais sinon, je pense que vous pouvez vous impliquer d'une façon comme d'une autre. Alors, j'aimerais dire chapeau à ceux qui travaillent avec Force of Nature et même leur plateforme, c'est véritablement une œuvre louable. Alors, si vous voulez faire partie du processus de la COP en tant que délégué, je pense que Oxford Net Zero et ceux qui organisent cette formation mondiale pour les jeunes peuvent mieux vous orienter pour ce qui est des liens utiles, même si pour ce qui est des organisations axées sur le climat. Mais nous voulons cependant souligner que même si vous ne pouvez pas assister à la COP, vous pouvez vous impliquer d'une façon ou d'une autre, alors restez informé sur tout ce qui se passe tout simplement. Et la dernière question. Est-ce que vous avez remarqué les systèmes en vigueur actuels climatiques? Est-ce que vous voyez qu'ils impliquent véritablement les jeunes dans la prise de décision ou bien les jeunes semblent juste avoir un rôle de décoration? Je peux parler par expérience. J'ai assisté à des réunions pendant le processus de la COP où les jeunes participaient et ils se sont exprimés et cela a créé un véritable impact sur tous ceux qui étaient dans la salle. Et comme par exemple pendant la COP 15, il y a eu une session où un jeune a donné une contribution et c'était tellement pertinent que cela a changé carrément le ressenti de tout le monde. C'était une réflexion tellement pertinente. Alors, j'ai parfois assisté à des cas où, pendant les processus de la COP, il y avait des jeunes et qui ont créé un impact. Alors, je pense que nous avons encore beaucoup à faire et où il faudrait qu'il y ait plus de jeunes qui soient impliqués et qu'ils aient des positions de responsabilité et qui puissent facilement s'exprimer.
parler de leur expérience. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais pour ma part, j'ai déjà eu à expérimenter cela et j'ai ressenti l'impact des jeunes dans de pareils événements. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nous avons assez de temps pour une autre question. Gaïa, est-ce que vous pensez que nous pouvons prendre une autre question? Oui, est-ce que nous pouvons prendre une question pour Char, une question pour Victoria? Alors, comment s'assurer que les voix des jeunes à la COP soient véritablement entendues et qu'il y ait véritablement un changement observé? Alors, je pense que cela est semblable à la question précédente. Est-ce que je peux réagir maintenant? Est-ce que je peux répondre à cette question? Oui, je pense que c'est comme la suite de la question précédente. Comment nous pouvons véritablement aider ceux qui participent au processus de la COP, qui ne sont pas, ceux qui ne sont pas les jeunes, qui apprennent à écouter les jeunes et comment est-ce que cela peut se faire? En fait, je pense qu'il faudrait véritablement comme une sensibilisation pour que ceux qui ne sont pas jeunes puissent comprendre l'importance qu'il y a à écouter la voix des jeunes, qu'ils soient patients et qu'ils écoutent activement les différentes contributions des uns et des autres. Merci beaucoup, Charles. Et il y a véritablement beaucoup d'engagement. Et merci beaucoup. Plusieurs expriment la gratitude pour ce que vous venez de partager et que c'est véritablement très intéressant et aussi votre énergie. Merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Je vais vous passer la parole, Victoria. Il y a beaucoup de questions, mais je pense que vous aimeriez dire en un mot ce que vous partagez déjà avec nous dans la boîte à clavardage. Nous sommes véritablement intéressés pour ce qui est des différentes possibilités. Voilà pourquoi cette plateforme est un très bon événement pour que nous travaillions ensemble en collaboration. Il est plus facile pour nous d'avoir des outils pour impacter le changement. Et voilà comment donc comment nos voix pourront donc être entendues et créer ce mouvement collectif et véritablement provoquer ce changement. Alors, il faudrait donc pouvoir penser à cela au niveau de chaque entreprise et avoir des objectifs, même d'expansion et de pouvoir financer ces zones-là oui, qui ont besoin de financement, ces activités qui ont besoin de financement parce que ceci permet véritablement de changer le sens de la vapeur. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez tous voir le code sur la diapositive. Alors, allez-y, lancez-vous. Vous pouvez jouer à ce jeu-ci. Alors, je vais passer la parole à Char et je pense qu'elle a un dernier point à souligner. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et généralement, j'essaie toujours de faire ceci, de terminer par un poème. Et j'aimerais partager ce poème avec vous. Vous avez dit aux autres que c'est la 11e heure et vous devez aller leur dire qu'il est l'heure de penser à tous ces points importants. Que faites-vous? Quelles sont vos relations? Est-ce que vous avez vous entretenez les bonnes relations? Vous devez connaître votre jardin. Il est important pour vous de dire la vérité maintenant. Créez votre communauté. Soyez bons les uns envers les autres et ne cherchez pas un leader ailleurs. Il est l'heure. Alors, parce que les choses vont tellement vite, et il est très important de savoir qu'il y en a qui auront peur, qui voudront rester